Bonjour et bienvenue pour ce tout premier numéro de l'année de Ça bouge sur les marchés. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau Jean-Thomas Olano, fondateur et PDG de Rising Stone, société qui lance son introduction en bourse sur Euronext Growth. Bonjour Jean-Thomas. Bonjour. Bon, ça fait plaisir, ça fait plaisir d'accueillir un candidat à l'introduction en bourse, premier candidat de cette année 2026. On va parler bien sûr de Rising Stone, fondée en 2016. C'est une société qui se présente comme, je cite, un créateur et constructeur d'immobilier de luxe dans les Alpes françaises et lieu de villégiature. Moi, c'est assez évocateur, mais ça me donne forcément envie d'en savoir plus sur votre activité et votre positionnement. Eh bien, notre activité, vous l'avez résumé effectivement, c'est la conception, la construction de ce qui est qualifié par ceux qui les visitent des plus beaux appartements et chalets en montagne. D'accord. Essentiellement centré sur les trois vallées, Méribel, Courchevel, et puis l'espace Skili avec Tignes et Val d'Isère, mais c'est aussi Megève et peut-être d'autres stations en fait dans l'avenir. Donc, nous avons en fait, depuis le début, 10 ans maintenant, nous fêtons nos 10 ans, je dirais dans quelques mois, Oui. eu à souhait de viser un niveau de qualité de manière très, très exigeante. Nous nous considérons comme le bras armé pour les familles qui souhaitent investir, s'implanter en fait sur place. On va chercher et sélectionner les meilleurs emplacements, une conception qui va favoriser l'intégration sur des sites qui sont par définition un peu plus naturels, exceptionnels, et puis une qualité de construction sans compromis. Et là où nous ne nous arrêtons pas au travail, je dirais, de la simple construction, c'est que nous accompagnons nos clients dans la structuration de leur investissement. D'accord. Avec la création, pourquoi pas, d'une SAS de famille, le fait d'embarquer les enfants, je dirais, avec un démembrement de part, en fait, ou autre. Et puis l'exploitation, parce que nous apportons, avec nos équipes en interne, des services qu'on peut qualifier aujourd'hui de 5 étoiles hôteliers en matière de conciergerie, de property management, c'est-à-dire la maintenance en fait des biens et leur exploitation sur le plan de la location, puisque nous souhaitons, et nous l'avons démontré d'ailleurs dans les stations dans lesquelles nous opérons, que nos résidences fonctionnent finalement un peu comme des hôtels. Et pour nos clients, nous leur apportons le meilleur des deux mondes entre justement l'indépendance, l'autonomie d'un appartement et d'un chalet. Je peux tout à fait faire ma cuisine et faire des pâtes à la sortie du ski si je le souhaite. Et puis je peux, si j'invite des amis, choisir d'avoir un cuisinier en fait à demeure. Donc meilleur des deux mondes avec l'hôtellerie en fait en même temps. Mais quand je vous écoute, Jean-Thomas, est-ce que j'ai en face de moi le dirigeant d'un promoteur immobilier ou d'un groupe de luxe finalement ? Ou d'un promoteur de luxe, je ne sais pas comment on doit vous appeler. Effectivement, nous sommes incontestablement sur le marché du luxe, que l'on qualifie nous en fait du domaine de l'exclusif et de la rareté, avec toujours une démarche artisanale, intemporelle. Pour nous, c'est véritablement en fait le luxe. Et effectivement, nous sortons, je dirais, de la catégorie de la promotion en fait pure et dure. Déjà, par le fait d'amener les services auxquels je faisais référence, ces services... Il y a une expérience au-delà du bien. Et puis, une caractéristique importante en fait de Rising Stone, c'est que nous n'avons eu de cesse depuis le démarrage que d'intégrer en fait l'ensemble des compétences qui nous permettent aujourd'hui de prétendre gérer un projet immobilier de A à Z, c'est-à-dire que nous avons nos propres équipes techniques, architectes d'intérieur, coordination et gestion en fait des chantiers, également les bureaux d'études, notamment celui en fait de l'économie de la construction. Nous sourçons aujourd'hui les équipements, les matériaux en fait dans le monde entier, et ça nous permet non seulement de mettre à disposition ces compétences pour nos propres projets, mais maintenant également d'intervenir également pour le compte de tiers. Donc nous avons, pour exemple, pour une grande maison de Champagne, la délégation de la construction en fait de 2 hôtels,
un sur Val d'Isère, on parle d'un 5 étoiles, et l'autre sur Méribel également, en fait, un 5 étoiles. Mais on peut aussi bien construire pour le compte d'un particulier son chalet, restructurer, rénover une résidence, etc. Ce marché de l'immobilier de luxe, et notamment de l'immobilier de luxe en montagne, quels sont ses fondamentaux, comment il évolue et ses perspectives surtout? Alors, il évolue d'une manière, je dirais, très régulière et je vais dire, si l'on regarde la valorisation en fait, des biens, de manière quasiment métronomique. Nous avons par exemple sur une station comme Méribel 40 ans de track record qui montrent que effectivement, les prix évoluent en fait très régulièrement, c'est 4-6% par an, certaines fois un peu plus, et notamment ces dernières années. Alors, il évolue en fait aussi parce qu'il y a un décalage de plus important entre l'offre et la demande. Si vous prenez l'arc alpin en fait français et que vous ne retenez que les domaines skiables situés au-dessus de 1700 mètres, alors 1700 mètres c'est la limite pluie-neige qui est donnée par les climatologues, oui, on va en reparler. Même les plus pessimistes, qui la situent pour 2050-2060, qui disent d'ailleurs que cette limite pluie-neige doit se stabiliser d'ici la fin du siècle. D'accord. Eh bien, quand vous prenez en fait ces stations-là, ça ne représente en nombre de lits, en capacité d'hébergement, que 450 000 lits. Et ce, en intégrant hôtels, résidences de tourisme, auberges, etc. Donc, les lits individuels en résidence secondaire, c'est 250 000 lits seulement. Face à ça, vous avez plus de 20 millions de personnes dans le monde qui aujourd'hui ont les moyens, la capacité financière de pouvoir prétendre s'installer et acquérir un bien en montagne. Voilà. Alors, un autre élément pour répondre encore à votre question, c'est que c'est un environnement où tout est aligné, c'est-à-dire que la qualité des loisirs, qui sont transgénérationnels, les grands-parents, les parents, les enfants peuvent s'adonner à un sport ensemble, se retrouver en fait le soir, et c'est souvent là, quand on interroge les familles, que les émotions, les souvenirs en fait se créent. C'est très fédérateur. Voilà. La qualité culinaire est alignée, la qualité du shopping est alignée. Et également, un élément dont on parle peu, c'est la sécurité. C'est que dans ces stations, il n'y a pas d'incivilité, il n'y a pas de délinquance. Ce sont des lieux où les personnes, même les plus exposées, en fait, peuvent se promener sans leur service d'ordre. Ça, c'est très appréciable, en fait, aussi. Donc, quand vous faites le compte de l'ensemble de ces paramètres-là, il y a finalement très peu d'endroits dans le monde où tous ces points sont alignés en fait pour la satisfaction en fait de nos clients. Quand même une question, Jean-Thomas, et vous en avez parlé justement de cette limite pluie-neige. On parle aussi, quand on pense montagne, réchauffement climatique, on parle aussi bétonisation. Comment vous avez intégré ces contraintes dans votre plan de développement ? Alors, pour ce qui concerne le plan climat, la question en fait du climat, elle est tout à fait légitime. C'est se concentrer sur ce que l'on appelle aujourd'hui les stations dites snowshoe, c'est-à-dire celles, effectivement, dont les domaines skiables sont au-dessus de cette fameuse limite de 1700 mètres. C'est le cas des Trois-Vallées, Val Thorens, Méribel, Courchevel, c'est le cas de l'espace Kili, c'est le cas d'une partie de Paradis Ski, en fait, également. Nous avons, pendant l'été, des journées à 30 degrés. La différence, c'est que le soir, il fait 13 degrés. On respire, c'est très différent. En tout cas, il y a un phénomène de concentration en fait, sur ces stations-là. Et pour ce qui concerne, je dirais, le foncier, vous me demanderiez, est-ce que l'on a des terrains en ligne de mire en fait, ou autre? Je vous dirais, mais ça fait des années qu'il n'y a plus de terrain disponible, très concrètement. De ce point de vue-là, ça serait vraiment utopique de penser, notamment avec la Loisanne, l'artificialisation, etc. C'était un peu ce qui était contenu dans ma question. Impossible. Mais par contre, il y a un fait, c'est que sur l'ensemble de ce qui est construit aujourd'hui dans les stations alpines, vous avez 36% de ce qui est donc déjà bâti qui ne va plus pouvoir être loué pour des raisons d'indice performance énergétique déjà à partir de 2028, et ce nombre passe à 76%, donc plus des 3/4, à partir de 2034. Donc le potentiel est là, en fait, quand je vous dis. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel très important de restructuration, de rénovation. Voilà. Et là, d'ailleurs, nous avons une ambition toute particulière parce que le fruit de plusieurs années de recherche et développement pour arriver à partir d'une résidence, c'est le cas d'un de nos programmes en cours, le Fontany, qui date de 1980, sans avoir besoin de le démolir, de venir d'un indice de performance énergétique à G, un indice de performance énergétique à B.
avec une qualité qui va tutoyer celle du neuf. Voilà. Donc ça, c'est pour notre groupe un relais de croissance qui est très important, qui dépasse d'ailleurs très largement nos capacités de production, actuelles comme futures. Bon, on va parler relais de croissance, bien sûr, avec cette introduction en bourse. Mais avant, j'aimerais vous poser une question toute simple. Est-ce qu'aujourd'hui, Rising Stone est une société profitable? Comment est votre situation aujourd'hui? Alors, oui, la société est profitable. Elle présente même des performances financières et économiques qui sont qualifiées par nos banques et par les analystes de hors normes, puisque nous sommes à des niveaux de marge qui sont de l'ordre en fait de 20% en résultat net sur notre chiffre d'affaires consolidé. C'est lié en fait à deux facteurs. D'une part, nous sommes extrêmement sélectifs dans le choix des projets. Nous avons 15 projets aujourd'hui en phase de développement, qui nous garantissent justement une grande visibilité sur nos résultats sur les prochaines années. C'est pour ça que nous avons annoncé effectivement ce triplement de résultats attendus pour 2028. Il est embarqué avec ces projets. Et nous avons, par la verticalisation des prestations de services, non seulement une bien meilleure maîtrise des coûts, des délais et de la qualité, mais une double détente sur le résultat par les résultats liés à ces prestations de services-là. Et quand ces prestations de services, nous les mettons à disposition de tiers, comme c'est le cas pour cette maison de Champagne, là c'est de la prestation pure, en fait, que nous... modèle hybride, en fait. Exactement. On en vient à cette opération, cette introduction en bourse. On a donc une opération d'un montant brut d'environ 30 millions d'euros, 25 millions d'augmentation de capital, 5,3 millions d'euros existantes sur des cessions d'actions existantes, c'est ça, là aussi, de quelle façon les fonds levés vont venir alimenter cette stratégie de croissance déjà bien en place? Tout à fait. Eh bien, ces fonds vont nous permettre, d'une part, de venir compléter notre portefeuille de projets par de la nouvelle réserve foncière. Et je ne vous cache pas que nous avons aujourd'hui 3 projets que nous considérons comme majeurs sur l'exercice 2026, sur lesquels nous travaillons depuis déjà quelques années pour certains d'entre eux et qui doivent se concrétiser en fait là, probablement même pour l'un d'entre eux dès le premier semestre 2026. Donc ça va venir compléter notre portefeuille. Deuxième, je dirais, objet d'investissement que nous devons faire, c'est le développement justement de ces contrats pour compte de tiers. Et puis, le déploiement de ces compétences technologiques, véritablement technologiques, pour la restructuration, la rénovation des bâtiments déjà existants. Comme je le disais tout à l'heure, voilà, il y a un potentiel, je dirais, fort de développement. Donc, nous allons consacrer effectivement une partie de ces fonds sur ces 3 véritables piliers de croissance. Il y a un élément important. Déjà 19 millions d'euros qui sont sécurisés sous la forme d'engagement de souscription. Ça aussi, c'est un marqueur important. Oui, nous sommes, je dirais, très, très contents de cela, de l'accueil qui est fait par les investisseurs institutionnels aujourd'hui, effectivement, sur notre projet. Et notamment, je me permets de citer l'un d'entre eux, Fideas, qui, dès le début, a décidé de nous accompagner, alors même qu'on ne parlait pas encore d'un projet, je dirais, mature. Et ce qui nous intéresse avec Fideas, c'est qu'ils ont une démarche extrêmement active dans le RSE, dans justement ce qui permet de viser l'éco-performance, l'éco-responsabilité, et qui vont nous permettre, au travers de cet accompagnement qu'ils nous ont proposé, tout à fait gracieusement, de structurer en fait cette démarche, parce que nous voulons, dans ce domaine-là, être une véritable référence. Nous intervenons sur des milieux un peu plus naturels. Il est logique en fait de les respecter le mieux possible. Bon, il y a déjà des investisseurs, vous l'avez dit, qui sont convaincus. Et puis pour les investisseurs particuliers, peut-être un détail aussi qui va les intéresser. Vous vous positionnez d'ores et déjà comme une valeur de rendement avec un taux de distribution annoncé minimum de 40% de votre résultat net 2025. Donc ce sera dès l'exercice prochain. Exactement. Ça pour vous, ça fait aussi la différence qui peut contribuer à... C'est important. Nous avons, je dirais, toujours eu le respect en fait de nos associés, de nos actionnaires qui nous font confiance. Donc il est important de leur présenter à la fois un potentiel de valorisation et puis c'est vrai que je considère le rendement comme le loyer pour l'actionnaire. Donc comme nous avons
cette visibilité sur l'encaissement en fait, de nos résultats, effectivement un taux de distribution qui est engagé à un minimum de 40% effectivement dès l'année 2026 au titre de l'année 2025 et sur les années à venir. Jean-Thomas, vous l'avez évoqué, on va le rappeler peut-être en guise de conclusion, les objectifs financiers à moyen terme que vous vous êtes fixés. Alors ces objectifs sont par le déploiement des programmes d'ores et déjà en fait en portefeuille, effectivement de passer d'un résultat net attendu sur 2025 à un minimum de 9 millions d'euros net à 30 millions d'euros net d'ici 2028. Et puis, je dirais, pour les années 2029-2030, nous sommes confiants dans notre capacité justement à venir amplifier, ne serait-ce que par le fait de faire jouer le mieux possible ces piliers de croissance tels qu'on les a définis tout à l'heure. Eh bien voilà, Rising Stone sera peut-être la Rising Star de la cote en 2026. Merci beaucoup Jean-Thomas pour ces explications. Merci à vous. Et si vous avez été séduit par cette présentation, je vous rappelle que l'opération, elle se déroule jusqu'au 17 février prochain pour un prix de l'action qui est compris entre 53,45 € et 58,30 €. Celle-ci est par ailleurs éligible au dispositif PEA et PEA PME ETI et au réinvestissement économique dans le cadre d'un apport de cession. Je rappelle également qu'il est recommandé, oui c'est utile toujours, de lire le prospectus avant de prendre une décision d'investissement et en particulier l'attention du public est attirée sur les facteurs de risque de l'émetteur et on rappelle bien sûr là aussi que l'approbation du prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes. Voilà, ça va mieux en le disant, ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.